Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 2 novembre. C'est officiel, Elise Buckel démissionne, renonce à se présenter lors des prochaines élections complémentaires et à toucher une quelconque indemnité financière. On en parle avec le rédacteur en chef de Nyon Région Télévision. On commentera la fin de cette affaire politique nyonnaise. En sport, retour sur le joli début de saison du NHB La Côte. On reçoit sur le plateau le président Nicolas Rosier. Enfin, en culture, voyage jusqu'en Argentine avec l'artiste Maria de la Paz qui nous emmène sur scène pour nous présenter son nouveau spectacle intitulé Envie à voir du 3 au 6 novembre du côté du Casino Théâtre de Rolle. Alexandre, lui, nous emmènera à La Ceuta. Elise Buckel démissionne et ne briguera pas de nouveau mandat au sein de la municipalité de la ville de Nyon. Florian Cavalleri, suite aux échanges de communiqués peu clairs envoyés hier, une escalade de confusion. Vous avez notamment contacté Maître Michelot, l'avocate d'Elise Buckel, qui vous a confirmé la démission d'Elise Buckel. Effectivement, Andrea, c'est confirmé. Cette fois, Elise Buckel démissionne bel et bien. Une lettre a été envoyée aux avocats de la municipalité hier déjà. Et cette lettre a été passée par les mains du préfet qui a aussi confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'une lettre de démission. En plus de ça, Elise Buckel renonce à se présenter lors des prochaines élections complémentaires. En effet, Maître Michelot, l'avocate d'Elise Buckel, nous a confirmé qu'Elise Buckel ne se représentera pas. Elle nous a déclaré qu'Elise Buckel était fatiguée, qu'elle souhaitait tourner la page. Enfin, selon nos sources, il était convenu dans la convention qu'elle ne s'engageait de toute façon pas à se représenter. En attendant la date officielle de sa démission, est-ce qu'Elise Buckel peut encore siéger? Quelle bonne question. En effet, juridiquement, elle peut continuer à siéger jusqu'à la fin de son mandat, mais cela n'a pas beaucoup de sens et selon son avocate, il y a peu de chances que cela se produise. Au niveau financier, on a beaucoup entendu parler de dédommagement. Qu'est-ce qu'il en est? L'argent, le nerf de la guerre. Effectivement, dans la convention signée par les deux parties, il y avait un élément qui signalait une ligne sur une éventuelle reconversion professionnelle. Elise Buckel renonce à toucher quoi que ce soit, y compris concernant l'argent pour sa réinsertion. Enfin, au niveau politique, on a beaucoup senti dernièrement une lassitude du côté des conseillers. Est-ce qu'on peut parler finalement de la fin de cette crise politique? Ils vont certainement pouvoir respirer un peu, en tout cas jusqu'aux prochaines élections, puisqu'il y a une démission. Mais on a appris notamment qu'Olivier de Nyon, lors d'une récente séance, ont bien fait comprendre à Elise Buckel qu'il ne la soutiendrait pas si elle se représentait et qu'en plus, il risquait de l'exclure du parti. La suite pour NRTV, j'imagine que ce sera de suivre évidemment la suite d'une campagne et des prochaines élections complémentaires. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous toutes les semaines sur NRTV, voire tous les jours pour suivre ce dossier. Il y aura bien sûr des élections complémentaires à suivre donc. Florian Cavalleri, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci Andrea. Et pour continuer cette quotidienne, Alexandre, on te retrouve sur place à La Ceuta. Comment ça va ? Salut Andrea, ça me fait grand plaisir de te retrouver, en forme visiblement. Moi aussi, regarde, tu as vu, j'ai mis mon bel habit de chantier, je suis à Nyon, du coup, au Tate d'Oie, tu vois, il y a un gros chantier qui est en train d'être fait, et notamment, tu sais, ce fameux plan d'affectation, ce projet La Ceuta, c'est de démolir ces immeubles pour en reconstruire d'autres, et justement, tu vois la grue derrière, la démolition a commencé, et je rejoins, du coup, Ilan Buchner, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la Société Coopérative Habitation Lausanne qui est en charge donc de ce projet. Alors, amenez-moi sur le chantier, on y va? Oui, on y va. C'est parfait. Alors, rappelez-moi un petit peu ce projet. Quel est-il? Qu'est-ce qui va être fait ici au Tate d'Oie? Un projet qui a été discuté de longues années, il y a eu un référendum aussi, il y a de ça 2 ans maintenant, accepté par la population nyonnaise. Pour y faire quoi alors? Alors effectivement, ça fait 5-6 ans qu'il s'est passé plein de choses, mais voilà, on a démarré, c'est concret maintenant pour avancer sur ce chantier. Donc le démarrage se fait, c'est une grande construction avec 4 immeubles à la fin. Donc on démolit 2 grandes barres d'immeubles qui comprennent 250 logements, et à la fin on aura 370 logements avec 4 immeubles. Donc un gros projet avec des logements adaptés qui répondent aux nouvelles normes thermiques, phoniques, sécurité, statiques aussi, et de spacieux, confort et adapté aux personnes à mobilité réduite, donc tous les avantages de nouveaux logements. Ouais. Parce que ceux qu'on avait là, évidemment, on a même réfléchi à les rénover, mais on a tout de suite vu que c'était impossible. Et puis c'était beaucoup trop cher. Et puis de toute façon, les locataires auraient dû être relogés ailleurs. Et puis ça, c'était pas, on n'arrivait pas à s'en sortir avec ça. Donc là, c'était la meilleure solution. Et puis le bonus avec tout ça, c'est plus de logements à loyer abordable qui manquent cruellement à Nyon.
des loyers qui sont à 20-30% au niveau des montants des loyers inférieurs. C'est ça. Et donc le but, c'est effectivement que les habitants de ce quartier des Tas-de-Doigts, qui est vraiment un quartier historique de Nyon, ce bâtiment notamment qui est vraiment très connu ici en ville, c'est de reloger ces personnes dans les nouveaux immeubles et puis de créer des nouveaux logements aussi. Alors, qu'on se retourne pour voir un petit peu ce qui est fait, on peut juste se rapprocher un tout petit peu. Alors là, on est dans la phase, justement, Ilan, de démolition de cet immeuble. Comment ça se passe? Montrez-nous concrètement où est-ce qu'on en est dans les étapes de ce projet. C'est exact, le point central, ce sont les locataires. On ne voulait pas laisser pour compte. Vous savez, nous, on a une habitude, on ne résilie pas les baux. Contrairement à certains acteurs, nous, le but, c'était de les reloger. Et pour pouvoir reloger les locataires, la seule solution, c'était de construire une étape. Donc, on doit construire d'abord 2 immeubles, mais pour pouvoir construire ces 2 premiers immeubles et ensuite les 2 suivants, on doit faire une partie, on doit démolir en partie la grande barre des Tas-de-Doigts. Et là, on le voit derrière moi. Effectivement, il y a un premier tiers qu'on avait déjà vidé à l'époque, pour ceux qui se souviennent, une 60aine de locataires qui ont été relogés à côté dans les immeubles de Baron Couchant, parce qu'on en a 2 à nous là-bas. Et ça veut dire quoi, démolir? Parce que du coup, donc là, vous êtes en train de démolir, j'ai l'impression, au milieu, en fait. Exactement, oui. Donc c'est ça qui est délicat, c'est qu'on est à ras des logements qui sont actuellement habités. Nous avons comme les 2 tiers de l'immeuble qui sont habités. On peut voir d'ailleurs, juste derrière, on voit des balcons encore fleuris, donc signe qu'il y a encore des gens qui habitent là. C'est pas trop dérangeant pour les locataires. Moi, j'imagine vivre ici et puis entendre ce bruit, mon immeuble qui se fait démolir. Ça doit être compliqué. Quelle relation vous entretenez avec ces locataires? C'est vrai que pour les locataires, il y a comme des nuisances. Le bruit de chantier. Là, on a pris toutes les dispositions sécuritaires et pour minimiser au maximum les bruits, la poussière et tous ces éléments qui peuvent perturber, on a fait le maximum pour le strict minimum de nuisance, mais il n'y a pas de miracle. On ne peut pas demander de se casser les œufs. Et puis les locataires savent qu'on fait ça pour eux, parce que ce futur chantier est pour eux. Et puis si on démole une étape, c'est pour qu'ils puissent justement rester dans les logements et pas être déracinés du lieu, parce que vous imaginez, s'il doit être relogé ailleurs, à Gland, donc avec les enfants, c'est juste une catastrophe pour les familles. Pour l'instant, ils peuvent rester là, et le jour J où c'est construit, ils pourront déménager du jour au lendemain, et on paye même le déménagement. Ah voilà. Ouais. Et donc du coup, ce qu'on voit qui est en train d'être démoli ici, les locataires qui vivaient là sont relogés, il me semble, dans l'immeuble juste là. C'est ça? Exactement. Il y en aura un derrière moi. Effectivement, il y aura un immeuble ici. Mais je disais pour l'instant de manière temporaire, vous m'avez indiqué tout à l'heure hors caméra, je crois que les habitants de ce bâtiment qui est en train d'être démoli habitent en face pour le moment, ils ont été relogés en attendant que les travaux s'effectuent. Mais de manière définitive, ils ne vont pas revenir. Donc effectivement, cette première étape de relogement qu'on a fait en 2019, celle-là elle est définitive maintenant. Oui. Et puis ici, effectivement, on a une centaine de logements, plus encore la barre des Lupins, où il y a une 70aine de locataires, et tous ceux-ci, effectivement, ils devront être relogés à un moment donné. Et alors, justement, on parle d'un chantier en étapes, en simultané, c'est-à-dire qu'on déconstruit l'immeuble que vous venez de voir derrière moi, et puis on reconstruit ici. Alors voilà, donc là, vous êtes en train de creuser. Concrètement, ça va prendre encore combien de temps, la construction de ces 4 immeubles ici au Tas-de-Doigts? Alors effectivement, on a attaqué cette première étape avec les 2 premiers immeubles, dont le premier qui se trouve ici. Le deuxième, il va prendre place par rapport à la première partie qu'on démolit. Et ici, on aura une 50aine de logements, et puis de l'autre côté, une centaine. Donc on aura déjà en tout cas 150 logements à disposition pour reloger les locataires, donc bien assez, pour mener cette mission sereinement avec les locataires. Et à la fin, donc 2 ans et demi plus tard, donc là on part d'un chantier sur 5 ans, donc c'est en 2027 qu'on terminera tout le quartier avec les 2 derniers immeubles pour compléter les 4 au total. Et puis là, il y aura tout d'un coup plus de logements mis à disposition pour la population de Nyon cette fois. Mais je suis convaincu que même dans ces premières étapes, on pourra faire déjà des propositions à des habitants de Nyon, hormis les relogements. Alors que vous venez de commencer justement la démolition de cette barre des Tas-de-Doigts dont on parle, je le disais, je le répète, c'est vrai, bâtiment des années 60, iconique ici dans la ville de Nyon. Vous avez ressenti peut-être l'émotion des Nyonnais, des Nyonnaises, de voir ce bâtiment disparaître? Alors, vous le dites pour le mieux, pour les bâtiments que vous allez construire, mais est-ce que vous avez ressenti une atmosphère particulière sur ce chantier? Oui, justement, nous, depuis toutes ces années-là, on a toujours le dialogue avec les locataires. Je me souviens encore de la première séance que j'ai donnée au Théâtre de Marron, qui est juste en face, où il y avait 200 personnes, tous des locataires. On leur expliquait ce qui s'est passé. Évidemment, quand on leur dit on va démolir l'immeuble, ça fait peur. Mais à la fin de séance, tout le monde était ravi de ce qu'on allait faire et comment on allait le faire avec eux
pour construire leur avenir, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, le projet, il est lancé. Exactement. Et puis là, c'est sur 5 ans. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, si j'ose dire. Non, là, c'est parti. Hein. Même si les prix de la construction augmentent un petit peu, on est obligé d'aller jusqu'au bout maintenant. On va plus s'arrêter. Et c'est vrai que les locataires, effectivement, on va les rencontrer. Donc, on leur fait des fiches d'information. On a toujours envoyé des lettres pour leur dire ce qui se passait. Et puis, récemment, on a fait une séance de locataires pour leur expliquer comment on va les démolir. Parce qu'évidemment, quand vous commencez à casser le mur en face des logements... Ah oui, il y a des inquiétudes. Et puis ça, on l'a fait. Ça a bien été perçu. On a eu beaucoup de succès lors de cette séance. Beaucoup de gens sont venus et on leur a pu expliquer. Tout le monde était même rassuré. Et puis le fait d'avoir cette relation proche avec le locataire, ça permet justement de se sentir compris, entendu. Et puis ils savent qu'on fait le maximum pour eux. Et surtout pour leur avenir, c'est pour eux. Et ben voilà, on va regarder vers l'avenir. Alors 2027, pour voir les 4 immeubles vraiment finis dans ce quartier iconique des Tas de Doigts à Nyon. Ilan Buchner, merci beaucoup d'avoir été avec moi et d'avoir répondu à mes questions et surtout de m'avoir amené sur ce chantier en ce mercredi. Alors Andrea, ça va, tu vois, c'est la pause de midi quand on enregistre, pas trop d'ouvriers. C'est pour ça tu te posais peut-être la question. J'entends pas les grues, je vois pas qu'est-ce qui se passe. Donc tout va bien. Par contre, c'est les chaussures qui ont pris cher, mais c'est pas grave. Ouais, en tout cas, le casque te va très bien, Alexandre. Très belle journée à toi. Ciao, ciao. Et à présent, on ouvre une page sportive avec le vice-président du NHB La Côte, Nicolas Rosier. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. 2 années après sa création, le NHB La Côte ne cesse de prendre de l'ampleur. Des matchs remportés, des équipes consolidées et un engouement toujours plus grand. Nicolas Rosier, le NHB La Côte, comment est-ce qu'il se porte ? Mais écoutez, c'est une dynamique impressionnante. Nous sommes vraiment ravis de voir ce que nous avons accompli. La Fédération suisse de handball est même impressionnée par vraiment ce qu'on a bâti en l'espace de 2 années, tant sur le plan des effectifs que des résultats sportifs. Donc une magnifique dynamique. Et puis en termes aujourd'hui, on est environ 150 membres au total, avec une belle répartition garçons-filles, ce qui nous permet d'avoir 2 pôles vraiment féminin-masculin qui progressent tous les 2. Oui, la Fédération suisse du handball, on va y revenir d'ici quelques instants, puisqu'il y a un nouveau membre nyonnais qui a été élu au sein du comité, mais on va y revenir d'ici quelques instants. On va rester sur déjà les inscriptions. C'est vrai qu'il y avait 150 membres en juin dernier, 50% de filles, 50% de garçons aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore cet engouement-là et des inscriptions qui sont nouvelles en ce début de saison ? Alors, on a toujours cet engouement. On a eu des gens qui sont partis, des gens qui sont arrivés, notamment dans l'école de handball, où les enfants, le but, c'est de leur proposer de découvrir le handball. Ils aiment, ils restent, ils n'aiment pas, ils partent. Donc, l'effectif handball est toujours très intéressant. On a à peu près 40 personnes, 40 enfants qui jouent. Avec ce renouvellement d'effectifs, on a une offre qui est intéressante en ce sens que le mercredi et le samedi, ils peuvent jouer, donc ils ont vraiment l'opportunité de se développer et d'apprendre. Oui, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on fait naître cet instinct, peut-être cette passion chez les jeunes? Ça passe par quoi? Des jeux? Comment ça se passe? Comment ça se met en place? Alors, il y a un aspect très ludique, effectivement, pour les petits, où les coachs font des exercices ludiques. Et puis, c'est aussi les valeurs fondatrices du club, vous savez, c'est performance, bienveillance. Donc la bienveillance des coachs, l'attitude des coachs vis-à-vis des enfants, le fait de donner envie aux enfants de progresser, de s'améliorer, ça contribue largement à leur épanouissement. C'est-à-dire que l'aspect compétitif du sport revient par après ? Alors l'aspect compétitif commence à naître à l'école de hand, avec des tournois mini auxquels nous participons. Et puis, ça se développe, ça se consolide pour vraiment s'exprimer pleinement à partir, je dirais, de 11-13 ans. Et après, jusqu'aux équipes hommes qu'on a actuellement. Tournoi mini, justement, une date à annoncer, ce sera le 12 novembre prochain au Cossy. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, typiquement, nous attendons les clubs de la Romandie Ouest Romandie, pour venir partager un moment d'équipes, de tournois. On a des équipes de M7, M9, M11, que ce soit vraiment des débutants ou des enfants déjà expérimentés. Donc on est très heureux d'accueillir cet événement au Cossy, samedi 12 Ouais, vous en parliez tout à l'heure, Nicolas. C'est vrai qu'on avait reçu sur ce plateau d'ailleurs le Nyonnais, Florian Timmen, qui est nommé au comité de la Fédération suisse de handball. Un roman à la Fédération, qu'est-ce que ça peut changer et faire bouger?
Mais écoutez, c'est toujours une courroie de transmission plus simple, j'ai envie de dire, avec la fédération. Néanmoins, on entretenait d'ores et déjà, entre le président passé, donc Laurent Serron, et la fédération, il y avait des contacts réguliers directs qui se passaient très très bien. Mais on est vraiment ravis d'avoir Florian maintenant pour représenter. Mais le fait qu'il soit roman, est-ce que ça peut faire changer certaines choses? Peut-être, à voir, pourquoi pas, oui, oui. Comment vous l'analysez? C'est vrai, vous dites peut-être, mais est-ce que justement, du fait qu'aujourd'hui, un Nyonnais puisse avoir accès au comité, j'imagine que c'est des liens plus proches, j'imagine que là, c'est aussi une facilité d'accès, de faire bouger les choses, de peut-être pouvoir faire grandir le club. Oui, tout à fait. On peut directement accéder aux personnes de la FSH et avoir ce contact direct. Il faut maintenant construire un projet. Pour l'instant, tout ça, c'est très nouveau. Donc, il faut réfléchir et voir ce que l'on peut faire. Alors, on va passer des jeunes à l'aspect plus compétitif. On en parlait tout à l'heure avec les résultats sportifs. Quels sont les résultats en ce début de saison? Alors, si je peux juste faire un retour sur la saison passée, parce qu'on est toujours en début de saison. La saison passée, donc c'est très bien terminé. Les enfants, l'école de hand M7, M9 a été champions romans. Les M11 sont arrivés deuxième de leur catégorie. Donc des espoirs prometteurs. Des espoirs prometteurs, absolument. C'est vraiment la relève. On compte vraiment avoir un club dans la durée. Et donc, c'est magnifique de voir ces résultats-là. L'équipe M13, M15 garçons s'était inscrite pour la première fois dans ce championnat et a donc consolidé, s'est développée dans ce championnat. M14 filles, M16 filles ont été championnes romandes. Championnes romandes, donc ça, c'est vraiment une grande fierté, une très grande fierté, et je les félicite du reste aujourd'hui. Elles ont obtenu les mérites sportifs, les M14, les mérites sportifs de Nyon Région, ce qui était vraiment une belle reconnaissance. Et puis l'équipe homme, notre équipe phare, Fagnon, termine deuxième de son groupe, à un cheveu pour monter en deuxième division, deuxième ligue. Deuxième ligue, justement, est-ce que maintenant c'est un objectif? C'est plus que jamais notre objectif. On a vraiment échoué parce que le tirage au sort, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais était particulièrement ambitieux pour nous. Donc on a joué contre la meilleure équipe de Suisse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour y arriver? Eh bien, écoutez, on a renforcé cette année l'équipe et puis toujours travailler cette cohésion où c'est une somme vraiment d'individus qui font une équipe. Il ne faut pas seulement avoir des individus, des joueurs, mais vraiment cette cohésion. Et on travaille beaucoup sur le sujet. Et on est confiant. Nicolas Rosier, vice-président du NHP La Côte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser partir, quel style de musique est-ce que vous écoutez? Alors moi, j'aime bien la pop. La pop. La pop. Alors Maria de la Paz peut vous convaincre peut-être. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. À très bientôt. La pop, justement, ça fait peut-être partie de son projet. Maria de la Paz, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous serez au Casino Théâtre Drôle du 3 au 6 novembre avec un nouveau projet intitulé Envie, un projet qui parle de vous plus que jamais. Maria, vous vous dévoilez complètement dans ce spectacle. Oui, complètement. Oui, si. En fait... Ouais, je me suis dit qu'en étant les plus sincères et les plus intimes, des fois, ça peut justement donner un aspect universel. Non? Et aussi, mon but, c'est qu'avec mes vécus, je puisse donner la possibilité aux gens de canaliser certains vécus aussi. Ben, moi, ça m'arrive beaucoup... quand j'écoute des chansons ou je regarde des films, que des fois, ça me touche dans des trucs que j'ai vécu, puis ça m'aide à le transiter. À l'extérioriser. Voilà. Alors justement, votre parcours, vous êtes né en Argentine au début de la dictature militaire, dans une famille militante de gauche. Vous avez dit traverser des périodes difficiles, notamment avec une perte douloureuse, celle de votre sœur. Et tout ça, vous le racontez dans ce spectacle. Exactement. C'est un hommage à votre sœur? Aussi. Et aussi, c'est clair que c'était un avant et après dans ma vie. Et c'est grâce et à cause de ça que je suis comme je suis. Et c'est vrai que là, je me suis permis pour la première fois de raconter ça en chanson. Et c'est très fort, hein, c'est très fort. Mais c'est très émouvant parce qu'il y a... On chante avec ses tripes, son cœur, j'imagine. Du coup, est-ce que ça vous a permis de découvrir peut-être une nouvelle voix, des nouvelles sonorités chez vous, musicalement? Absolument, absolument. Et puis, j'ai dû aussi apprendre à gérer les émotions pour pouvoir les transmettre.
pas me laisser trop envahir par la tristesse, qu'évidemment, c'est toujours là. Mais en même temps, je parle dans cette chanson d'une révélation, de quelque chose qu'après des années, j'ai compris qu'en la laissant partir vraiment de moi, bah c'est comme ça qu'on allait trouver la sérénité et puis la fierté d'être encore vivant. Pour elle. De faire votre deuil, j'imagine. Exactement, ça parle de ça. Alors on va écouter un extrait, ça s'appelle Le Son. C'est un morceau que vous avez déjà joué dans un précédent spectacle. On l'écoute, Malia. Merci. Le ciel dit sa messe de nos cœurs. Il compte les battements, nous allons en silence à travers les palais où la mort a passé sa vie. Le songe file à toute allure. Ce soir, la mort saura jouer. Le songe file à toute allure. Le songe, le morceau qui va permettre une rencontre, celle avec Sandra Gaudin, la metteur en scène du spectacle, et Philippe Serre, chorégraphe, connu également du monde de la danse et de la scène suisse. Comment est née cette rencontre? C'est encore un cadeau de la vie, hein, toujours. C'était dans le cadre de la pièce de théâtre Le Balcon, que Sandra Gaudin a mis en scène et adapté. Et elle m'a convoquée pour avoir un rôle. Et il y avait une scène qu'on a, surtout à la reprise, on a plutôt travaillé le corps. Et quand on l'a fait la première fois, c'était avec des mots. Mais là, en fait, on a enlevé le mot et puis on a fait vraiment muet, mais avec le corps. Et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait une autre poésie. Et vous avez une sensibilité à la danse avant justement cette rencontre avec Philippe? Disons que je ne suis pas danseuse, mais je danse depuis toute petite. Moi, j'ai fait plein de cours de danse quand j'étais petite et j'adore ça. C'est un aspect qui m'a vraiment sauvée de mon asthme. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de l'asthme. Et le chant et la danse, c'est quelque chose qui me libère encore beaucoup maintenant. Hein. C'est quelque chose qui me détend, qui me fait du bien, qui fait beaucoup mieux circuler tout. Au niveau scénique, vous prenez ressources notamment chez deux personnages, Lynch et Almodovar. Qu'est-ce que vous avez voulu chercher dans cette mise en scène? Il y a... ça, c'est en discutant avec Sandra aussi. Je trouve que les deux, ils ont un aspect très mystérieux, effronté et provocateur. Il y a comme ces aspects que je trouve très intéressants et très poétiques en même temps. Ouais. Au niveau musical, pour terminer, on a parlé de la pop tout à l'heure. Patti Smith, The Cranberries, ça fait partie de vos influences notamment. Et oui, ça, on vous retrouve dans un côté qui est totalement nouveau, puisque Maria de la Paz, on vous connaissait dans un côté plus folklorique, notamment lié au tango. Là, c'est tout autre. Disons que ma vie, c'est toutes ces couleurs, non? Et bon, là, dans le spectacle, il y a quand même une petite touche folklorique aussi. Parce que voilà, c'est ma vie. Mais la pop aussi, c'était vraiment ma vie. Du rock, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et puis révolutionné dans mes mouvements aussi de vie, justement. C'est quelque chose qui m'a aussi poussée dans des aspects. Alors du coup, voilà, on va les évoquer aussi. Ouais, c'est tout très ça, amusant. C'est à voir au Casino Théâtre de Rolle du 3 au 6 novembre. Ça s'appelle Envie. Maria de la Paz, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. À très bientôt. Bonne suite de programme.